Claude Lanzmann. Il y a une sorte de phénomène d'hallucination vraie, enfin. J'y suis là. Et quand je le ramène, je lui dis, bon, donc d'accord, il est 16 heures, Oui. il est 16 heures ou 15h30, je ne sais pas. C'est moi qui le ramène dans le présent même de la révolte, et dans le présent de l'attente, de l'imminence. Moi, j'aime bien l'imminence. L'imminence, c'est... J'aime bien la pêche à la ligne, par exemple. La pêche à la ligne, c'est l'imminence le de la prise comble de l'imminence. Ça peut mordre c'est ça. à tout instant. Il faut aimer attendre. Mais ça, vous voulez dire, par exemple, quand vous dites au cinéma moteur, on est dans l'imminence de l'image? Oui, oui, parce que le cinéma, c'est une fois. C'est pas comme le théâtre. Au théâtre, on peut répéter les choses. Le cinéma, en tous les cas, pour ce genre de film, il n'y a pas de script. C'est une véritable aventure. Il faut être d'une vigilance extrême. Et donc, quand je parle d'hallucination, c'est ce que je dis, parce que j'y étais. J'y étais, je suis avec lui quand il me raconte cela. Et je pense que le spectateur aussi. Que c'est une sorte de contagion de l'imminence, contagion de l'attention, de l'attention et l'apostrophe, de la tension, T-E-N-S-I-O-N, contagion de l'écoute. Et oui, je crois que c'est très très important ça. Claude Lanzmann, vous êtes très soucieux du détail. Enfin, pourquoi c'est important pour vous, à chaque fois, de ramener le récit à des détails? Écoutez, j'ai souvent pensé à ça. Quand je faisais Shoah, par exemple, je me disais toujours, mais au fond, à quoi ça sert ce que tu fais, les questions que tu poses? On sait, bon, 6 millions ont été tués, on sait, c'est... Pourquoi vouloir arpenter des lieux vides et puis décider que là était l'entrée du camp, etc. Et en fait, 6 millions, c'est un résultat. C'est une abstraction. Et seuls les détails permettent d'accéder à la vérité, à la réalité, à ce que cette abstraction masque et cache. Par exemple, moi j'ai vécu ça comme une révélation. Quand j'interroge le conducteur de locomotive de Shoah, qui s'appelle Gavkovski, je lui fais dessiner la rampe de Treblinka. Elle a beaucoup procédé par dessin quand même. Alors que la rampe de Treblinka, aujourd'hui, c'est une rampe symbolique avec des traverses de pierre et le long d'un faux quai, d'un quai de pierre, etc. Et ce sont des pierres qui commémorent de la façon la plus abstraite le massacre. Je lui dis, donc il est là avec sa locomotive, il a les 20 wagons derrière lui. Et il dit non. La traductrice dit, parce qu'on dit toujours il dans ces cas-là, il les a devant lui. Il les pousse. Et au moment où il dit ça, qu'il esquisse avec son poing un geste de pousser, je dis, et ça je me souviens, j'avais écrit ça à Manès Sperber en 1983, pour des raisons personnelles. Manès est un homme que j'aimais énormément. Et je lui disais, je dis, moi, que lorsqu'un conducteur de locomotive, dans mon film, dit qu'il ne tirait pas les wagons vers la rampe de Treblinka, mais qu'il les poussait au contraire, il y a plus de vérité, esquissant de son poing fermé un geste de poussée, il y a plus de vérité, de verum index sui, c'est une expression spinoziste, dans cette confirmation triviale que dans toutes les pompes d'une réflexion condamnée à ne réfléchir qu'elle-même. Je disais ça contre tous les types qui disent il faut oser penser le mal, enfin, oser vouloir comprendre. Comme si.
Bon, ça pour vous répondre sur les détails. Et c'est vrai que quand il m'a dit ça, c'était pour moi comme une révélation. Bon. Et quand au contraire, Rudolf Verba explique qu'à Birkenau, la locomotive ne poussait pas les wagons, mais qu'elle les tirait au contraire jusqu'au bout, tout devient vrai pour moi à ce moment-là. Et quand je suis avec Hilberg, par exemple, et puis l'analyse de l'ordre de route 587, enfin, la reconstitution du plan de marche des trains de la mort, oui, il m'arrivait de me demander mais à quoi ça sert. En fait, ça sert à faire en sorte que la vérité soit. Ça sert à l'incarner, vouloir que la vérité soit dite et que la réalité de cette épouvante soit dite, vouloir le comment. Bon. Le détail le plus extrême du comment, c'est une loi absolue. C'est le cri d'un troupeau d'oies dont les nazis se servaient pour couvrir la mort des Juifs. Et après quelque chose fait silence. Le silence, il y a un silence qui revient. Ben après, il y a un silence alors que j'ai osé cela. C'est au moment où les oies se forment, c'est la deuxième fois qu'on les voit dans le film, quand les oies se forment seules en cercle parfait. Extraordinaire. C'est un cercle parfait, presque. Oui, un cercle parfait, une sorte de galette blanche immaculée et hurlante, un caquettement terrible. J'ai essayé ça sur la table de montage. J'ai dit on coupe le son. Et elle tourne en silence, et c'est seulement après que je me suis dit, mais c'est le silence idéal. Le silence d'après la mort, d'après le gaz, d'après le gazage, dont me parle Pivonsky dans Shoah. Et ce tournoiement silencieux des oies blanches se poursuit par un panoramique gauche-droite sur la magnifique forêt de Sobibor. Est-ce que pour vous, c'est un motif? Je demandais à Pivonsky, le Polonais, quand il m'a parlé de ce silence idéal, quand il revient, il me dit, le lendemain, quand je suis revenu, un silence idéal régnait à la gare. Alors moi, je comprends que c'est le silence qui leur a fait à eux-mêmes comprendre que ce premier convoi avait été entièrement gazé. Mais je pense que c'est le silence des oies de ce dernier film, Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures, que ce silence des oies, mais qui est presque surréaliste, décrit le silence dont parle Pivonsky, répond à ma demande de description. Elle est là parce que c'est presque insupportable. C'est vraiment un silence de mort. Et pour vous, le fait que Yehuda Lerner, ce jeune homme de 16 ans, s'endorme dans la forêt, le fait de s'endormir, est-ce que c'est pour vous une forme de rêverie, de silence idéal aussi, pour un jeune héros? C'est quoi? Ça ressemble à... Pour moi, c'est évident qu'il fallait finir là, vous aviez raison. Il fallait interrompre le récit parce qu'il y a... Je sais pas, je pensais tout le temps au poème de Rimbaud, là. Le dormeur du Val, oui. Le dormeur du Val, oui. Et je pense à ça quand je le vois s'endormir. Il est vivant, Dieu soit loué. Il est encore. Mais c'est une sorte de naissance en même temps. Quelque chose advient. Ça, c'est une sorte de naissance de la poésie.